Bonjour à tous, ce contenu de SVT s'adresse à des élèves de seconde. Précédemment, nous avons vu les conditions de l'érosion à différents niveaux, topographiques, géologiques, climatiques. Nous allons maintenant voir ce qu'il advient des produits de l'érosion avec la partie 1-2. L'activité à faire est celle-ci, donc on va parler du transport et du dépôt des particules issues de l'altération et de l'érosion des roches. Le transport des particules, on l'a vu, se fait en grande partie par l'eau. Vous en avez un exemple ici, avec le Rhône, qui est un fleuve qui prend sa source en Suisse et se déverse ici dans le lac Léman. Cette eau grisâtre que vous voyez, elle a cette couleur car elle charrie, elle transporte ce qu'on appelle des alluvions, un ensemble de débris, d'argile, de limon, sable, gravier, qui sont en suspension et qui pourront éventuellement se déposer au fond si les conditions le permettent. Un autre fleuve que vous connaissez, c'est la Loire, qui est le plus long fleuve de France. Vous avez une échelle ici pour vous repérer. La Loire, elle prend sa source dans le Massif central et se jette environ 1000 km plus loin dans l'océan Atlantique, au niveau de la ville de Saint-Nazaire. Alors je grossis le trajet du fleuve pour que vous puissiez mieux le visualiser. Vous constatez que la Loire possède de très nombreux affluents, dont l'ensemble constitue un vaste réseau hydrographique. La zone délimitée en bleu clair, c'est ce qu'on appelle le bassin versant de la Loire. Autrement dit, c'est toute la zone géographique qui alimente en eau le fleuve, directement ou non. Par exemple, vous pouvez avoir sur le flanc d'un relief des précipitations qui ruissellent, qui s'infiltrent, alimentent un ruisseau, qui alimente à son tour une nappe phréatique, qui alimente une rivière, qui finit par se jeter dans le fleuve. D'accord ? Donc au total, beaucoup d'eau qui circule, mais toujours de l'amont vers l'aval, donc en suivant la pente. Des prélèvements ont été réalisés à 3 endroits le long du fleuve. Le premier, c'est dans le secteur du Puy-en-Velay, en Haute-Loire, donc on n'est pas très loin de la source. Les 3 lieux qui vont nous intéresser, c'est celui qui est le plus en amont. Au Puy-en-Velay, on a des reliefs au niveau desquels on trouve ce type de roches. Il n'est pas utile vraiment ici d'identifier. Si maintenant on fait un prélèvement vraiment au bord de la Loire, mais toujours dans la même région, on va typiquement obtenir ce genre d'échantillon qui ressemble un petit peu à une arène, mais vraiment très grossière, avec des particules assez grosses et bien visibles. Si on fait un prélèvement quelques centaines de kilomètres plus loin, à peu près à mi-parcours, dans la région d'Orléans, le décor change radicalement avec un fleuve qui est peu profond par endroits et ce qui ressemble à des bancs de sable au milieu. Et effectivement, si on regarde l'échantillon prélevé, ça ressemble plutôt à du sable. Le troisième échantillon est prélevé à Nantes, donc en Loire-Atlantique. On est à peu près à 50 km de l'embouchure et c'est le point le plus en aval des trois. On distingue quelque chose qui ressemble à une plage et le sable paraît plus fin et plus clair que celui qu'on observait plus en amont. Bilan, si on essaye de décrire la tendance générale pour répondre à la consigne 1, eh bien on peut dire principalement deux choses. Les particules, qui sont les produits d'érosion de la roche, sont de plus en plus fines le long du cours d'eau et leur couleur est de plus en plus claire. Traduction, il y a eu manifestement des modifications au cours du transport, soit une transformation, soit un tri des particules, soit les deux. Pour analyser ça plus en détail, on dispose de ce type d'outils. Alors il s'agit simplement d'un empilement de tamis, c'est-à-dire des boîtes dont le fond est percé de petits trous dont on maîtrise le diamètre. Ici, les trous les plus larges sont dans le compartiment du haut, diamètre 20 mm, et les trous les plus petits sont dans le compartiment du bas, qui n'acceptent que les particules inférieures à 2 micromètres. Concrètement, on dépose l'échantillon qu'on vient de prélever tout en haut du dispositif et on fait passer de l'eau qui entraîne les particules. Selon la porosité des tamis et selon la taille des particules, celles-ci vont passer à travers les filtres ou au contraire être retenues et on va pouvoir ainsi séparer, distinguer différentes catégories de particules qui se retrouvent classées selon leur granulométrie. Ça, c'est un terme qui est à retenir. On distingue gravier, sable, limon, argile uniquement en fonction de la taille moyenne de leurs constituants. Je vous donne ici les seuils de taille, à titre indicatif, ces valeurs ne sont pas à retenir. Alors, je vous propose de consulter directement les données obtenues aux 3 sites de prélèvement à l'aide d'un fichier KMZ. Vous avez sans doute déjà utilisé en Histoire Géo ce type de fichier, qui est exploitable directement avec Google Earth, donc un système d'information géographique différent de Géoportail qu'on a vu précédemment. La première chose à faire chez vous, c'est d'installer sur votre ordinateur la version Pro de Google Earth. Il existe depuis relativement peu de temps une version directement utilisable en ligne, mais qui est pour l'instant moins performante et qu'on ne va pas pouvoir utiliser ici.
Alors, comment faire? Une fois que vous avez installé Google Earth Pro, et seulement après, vous pourrez cliquer sur le fichier KMZ, que vous avez normalement déjà reçu. Si ce n'est pas le cas, je vous ai mis un lien dans la description pour le télécharger. L'exploitation du fichier, elle va nous permettre de finir de répondre à la consigne 1, qui vous demande de construire un graphique représentant la répartition granulométrique des particules en fonction de leur lieu de dépôt. Pour le graphique, vous aurez besoin d'un tableur, mais pour les données, c'est sur le fichier KMZ que vous allez les trouver. Alors, je vous montre. La première chose à faire, c'est de trouver le fichier qui s'intitule Transport et sédimentation. Donc, chez moi, il est ici. Je double-clique dessus, j'ai rien à faire d'autre. Il va s'ouvrir automatiquement avec Google Earth sans que j'ai à faire quoi que ce soit. Je tombe sur cette fenêtre de présentation dont je n'ai pas besoin, je la ferme. Hop. Et là, vous voyez que je suis bien dans le fichier KMZ intitulé Transport et sédimentation. Dans la fenêtre à gauche, là, dans les lieux temporaires, vous voyez qu'on a des nouvelles données qui sont apparues. Alors, la chose à ne pas faire, je vais la faire quand même, c'est de cliquer là-dessus. Quand vous faites ça, ça va ouvrir simultanément toutes les données du fichier qui vont se superposer. Du coup, on va rien voir, on va rien comprendre, et même ça risque de faire presque planter Google Earth tellement il va être surchargé. Donc la chose, cette chose-là, on ne la fait pas. Je vais au contraire décocher tout ça, et je vais ouvrir tranquillement l'arborescence pour découvrir les différentes informations disponibles. Vous voyez qu'il y en a quand même tout un tas. Je vous laisserai lire la fiche d'aide si vous le souhaitez. Alors la première chose à faire, c'est de cliquer sur ça pour afficher le réseau hydrographique de la Loire, donc, qui apparaît instantanément, donc la Loire et ses nombreux affluents. Je zoome un petit peu pour qu'on ait une meilleure vision. Voilà. Alors je peux me débarrasser éventuellement de tout ce qui est légendes qui vont un peu polluer l'image. Pour cela, je décoche frontières et légendes. Et ça me fait une image beaucoup plus épurée. Ce qui va nous intéresser, c'est ça, granulométrie des sables de Loire. Donc je clique et ça me permet de visualiser tout de suite les trois localités, le Puy-en-Velay, Orléans et Nantes, épinglées par ces petites punaises. Je vous montre ça à titre indicatif. Si je clique sur lithologie simplifiée, vous avez une carte géologique qui apparaît avec sa légende ici. Donc vous voyez par exemple que dans le Puy-en-Velay, on va trouver essentiellement du rose, donc du gneiss, et puis aussi un peu de bleu, d'andésite et de basalte, donc des roches volcaniques, tandis qu'à Orléans, ça va plutôt être des calcaires et des dépôts d'alluvions, de gravier et de sable, et puis à Nantes, un autre contexte géologique. Voilà, donc ça je vous laisserai regarder en détail si ça vous dit. Ce qui nous intéresse ici, c'est la granulométrie. Je vais pouvoir cliquer successivement sur ces trois points. Je le fais pour le Puy-en-Velay. Un tableau s'ouvre qui peut aussi s'ouvrir avec Excel ou un autre tableur, dans lequel sont répertoriées les données granulométriques. Vous avez ici à gauche l'ouverture du tamis, donc la taille des mailles en millimètres, de 8 mm à 0,125, et ici la classe granulométrique des particules qui sont retenues entre deux diamètres de trous dans les tamis. Donc ici par exemple, on a majoritairement 32,7% des particules qui font entre 0,5 et 1 mm et qui vont être emprisonnées à ce niveau-là. D'accord ? Vous pouvez faire la même chose pour les autres localités, je vous laisserai le faire bien évidemment. Orléans, ça va être sans doute des données un peu différentes. Voilà. Donc ça se copie-colle dans un fichier Excel ou OpenOffice ou LibreOffice, peu importe, un tableur sur lequel vous pouvez travailler. Voilà. Donc je vous ai montré un petit peu comment on pouvait prendre en main ce fichier et surtout où on pouvait trouver les données granulométriques utiles pour construire le graphique. Je vous laisse un peu de temps pour essayer de faire ça avec le tableur de votre choix. L'essentiel, c'est que vous mettiez en œuvre vos compétences numériques pour présenter les résultats. Et ça, normalement, vous l'avez déjà fait dès le collège, donc je compte sur vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la correction.